Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le mug en ce mardi 28 février, dernier jour du mois, mais pas le plus mauvais on va dire. On va parler et débriefer tech, actu tech ensemble ce matin, c'est tout de suite le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la patate, j'ai l'impression que ça va fort déjà dans la chatroom ce matin. Joyeux anniversaire d'ailleurs à Camille qui fête son anniversaire ce matin, merci de le faire en notre compagnie, ça fait plaisir. J'espère que tu passeras une excellente journée. Salut Mitsui Saka, salut Mika Tripler 26, salut Midnight Illusion, salut Quasca, Casquois, je sais jamais comment prononcer ton pseudo. Salut Paulin75, salut Nicolas Sympa, salut Oleg, salut Labrique, salut Bin et un grand merci pour ton soutien. On commence bien le matin. Salut Andy76, salut Artelis21, salut Samuel, salut Snacky, salut Grolb, salut L'Ogre des Collines. Oh, pas mal. Salut Yves, salut Kim Fesselor, salut T4Win et salut Noirvent. Est-ce que j'ai dit bonjour à peu près j'ai pas dit bonjour au premier. Merci Dafouk d'ailleurs pour ton soutien. Un grand merci à toi. Je l'ai fait tellement tôt que je l'avais raté. Salut Manon, salut Chebayou, salut Fanny Schneider, salut Aucun, salut Oliche, salut Alan Poisson, salut Frulco, salut l'Hypersonique, salut Sébastien. Voilà, je crois que j'ai rattrapé mon retard. Comment ça va ce matin dans la chatroom? Il y a déjà du monde. Casca, tu dis Casca pour ton pseudo? Très bien. Ok. Hola Niolortavik. Hola. Salut Luce Simpson. Bon, j'espère que vous avez la patate. Enfin, j'ai l'impression que vous avez la patate. Là, je vois déjà beaucoup de monde dès le début de l'émission. Ça fait plaisir. Salut Swan. Bonjour, c'est mon deuxième bonjour, mais j'aime bien quand Marion me salue. Eh bien écoute, je te resalue, l'Ogre des Collines. Salut et merci Luvatar09 pour ton soutien, un grand merci. Ça nous permet, vous le savez, hein, mais je fais petite piqûre de rappel, ça nous permet évidemment de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent sur la chaîne et qui vous travaillent dur pour vous permettre d'avoir du contenu de qualité. Un grand merci également à Clément qui s'est réabonné aussi. Ça nous permet voilà de pouvoir continuer l'aventure, de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent pour la chaîne et de pouvoir se développer. Et même si c'est genre 1€, 2€, franchement, ne sous-estimez pas la valeur de votre don. Pour nous, c'est vraiment très utile. Vous pouvez nous soutenir à travers Twitch, vous pouvez nous soutenir à travers Patreon, vous pouvez nous soutenir via les liens d'affiliation ou en vous abonnant à la chaîne, en regardant nos vidéos, etc. Donc tout ça, ça nous aide beaucoup. Voilà. Donc un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus déjà ce matin, ça fait déjà du monde. Mais de quoi va-t-on parler ce matin? On va peut-être faire le sommaire quand même avant de se lancer dans l'émission. Alors on va revenir un petit peu sur le lancement avorté, annulé de SpaceX hier matin. Ça devait se dérouler très tôt à l'heure française puisque c'était aux alentours de 7h45 que ça devait se dérouler et il a été annulé. On parlera un petit peu de pourquoi. Ça a été simplement retardé. On parlera aussi d'une application française qui est censée arriver très bientôt et être testée auprès d'un plus large public, mais qui rencontre quelques difficultés sur les 3 dernières générations d'iPhone. Et le problème serait lié à l'implémentation d'une technologie côté Apple. Et donc du coup, le gouvernement est un petit peu en attente que Apple fixe ça pour pouvoir déployer l'application, ce qui est quand même un petit peu problématique. L'application, c'est quoi? C'est France Identité qui est censé vous permettre d'intégrer vos données de carte d'identité directement dans votre smartphone et de pouvoir vérifier votre identité directement avec votre smartphone.
On parlera également d'Apple encore, mais cette fois-ci du côté casque, réalité augmentée, réalité virtuelle. Vous savez, on l'attend depuis un bout de temps, ce casque. Il fait encore parler de lui, notamment avec le journaliste Mark Gurman et l'analyste que je vérifie de ne pas écorcher son nom, Ming-Chi Kuo. Voilà, tous les deux se sont exprimés et ont partagé certaines informations ou certaines spéculations qu'ils auraient quant au casque, et notamment sur comment il fonctionnerait et quand est-ce qu'il serait annoncé. Donc on fera un petit peu le récapitulatif quand même pour savoir où on en est aujourd'hui, des informations qu'on sait ou qu'on spécule encore sur le casque. Et puis on parlera aussi de Twitter, Twitter qui annonce une nouvelle vague de licenciements avec plus de 200 employés a priori qui seraient remerciés et dont ils se seraient séparés samedi dernier. Sympathique, durant le week-end. Voilà, donc on verra un petit peu qui sont les personnes ou les services qui ont été visés par cette nouvelle vague de licenciements. Et puis on parlera aussi de Meta un petit peu, tout le monde y va de son intelligence artificielle en ce moment. En Facebook, on n'avait pas de nouvelles, ou Meta, on n'avait pas forcément de nouvelles. Ça y est, ils ont annoncé vendredi dernier justement l'arrivée d'un nouveau Large Language Model Meta AI, donc voilà, qu'ils ont appelé Yama, je ne sais pas comment prononcer. Vous pouvez rire dans la chatroom, dites-moi comment on prononce. Parce qu'il y a des capitales un peu partout. et voilà. Et donc, je sais pas, voilà, s'il le prononce, je sais même pas à l'anglaise comment ça se prononcerait. Bref. Donc voilà. Donc, on parlera un petit peu de quels sont les projets de Meta quant à cette fameuse intelligence artificielle. Et puis, on parlera aussi de Snapchat, parce que Meta n'est pas le seul à annoncer justement son avancée sur l'intelligence artificielle, puisque Snapchat, il va aussi avec l'intégration justement d'un chatbot, My AI, qui intégrerait justement ChatGPT. Alors, mais pourquoi dans Snapchat? Justement, on en parlera tout à l'heure. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Voilà un petit peu pour les news tech de ce matin. On terminera l'émission ce matin avec une série télé coup de cœur que j'ai eu pour ce début d'année, pour démarrer l'année 2023 du bon pied avec une série une comédie britannique, on va dire. Vous savez que j'ai du mal à résister à l'humour anglais. Voilà, là on est en plein dedans et c'est une série sur les super pouvoirs ou qui détourne de manière humoristique justement les programmes avec des super-héros. Donc ça sera assez rigolo, j'espère en tout cas. Voilà, on restait un petit peu pour avoir une recommandation de série à regarder. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous plaît. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa. Et voilà, du coup, on commence ce matin avec la première news. C'est une petite brève, juste pour faire le point sur ce qui s'est passé lors du lancement SpaceX hier, qui devait se dérouler. Il devait se dérouler à 7h45 heure française, puisqu'il se déroulait carrément en pleine nuit au Cap Canaveral à 1h45 heure locale. Mais du coup, le compte à rebours a été carrément arrêté 2 minutes et demie avant la mise à feu. Et le vol a été annulé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur de vol a informé justement aux 4 astronautes à bord qu'il y avait un souci avec le système de mise à feu du lanceur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y a une mise à feu, il y a un système carrément d'allumage pour faire démarrer les moteurs. C'est lié à la technologie de propulsion à ergol liquide. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, mais en tout cas, ce système de moteur nécessite un système d'allumage, et ce système d'allumage en fait c'est une réaction entre deux composés, le triéthylaluminium et le triéthylborane. Voilà, il faut que je me rappelle de ne pas essayer de prononcer des termes scientifiques à 8h du matin.
le TEA ou le TEB pour leur petite abréviation. Et en fait, le principe, c'est que les deux mélangés s'enflamment instantanément, ce qui permet d'allumer les moteurs, et ça produit justement à l'occasion de la réaction un flash de lumière verte, et on peut le voir justement sur des vidéos qui capturent l'allumage. Vous pouvez le voir un petit peu ici. Vous allez voir cette fameuse lumière verte qu'on peut voir un petit peu juste avant l'allumage des moteurs ici. Donc voilà, donc c'est ça qui n'a pas fonctionné. En fait, SpaceX a précisé dans un tweet que le problème ne vient pas forcément juste du lanceur, mais du pas de tir. Et la NASA a carrément précisé en fait que c'était juste le TEA et le TEB qui n'étaient pas complètement chargés, et donc du coup qui auraient risqué rater ou allumer partiellement un ou des moteurs, donc ce qui n'aurait pas été optimal et dangereux évidemment pour le lancement. Il y a une investigation qui est évidemment en cours sur ce qui s'est passé. Et ça a seulement reporté finalement le tir au 2 mars prochain, donc pas très loin, puisque je vous rappelle, on est le 28 février, demain c'est le 1er mars, et donc ça sera jeudi pour le lancement. Pourquoi ça a été retardé de 2 jours? Parce que c'est une problématique de météo. Il faut évidemment rassembler des conditions météorologiques favorables au lancement pour prévoir ce genre d'opération. Donc voilà, simple contretemps. Alors, petit couac technique qui heureusement a été identifié relativement tôt. Je vous rappelle quand même qu'il y avait 4 astronautes dans la capsule Crew Dragon qui était censé faire le relais à l'ISS. 2 Américains, un astronaute des Émirats et un astronaute russe. Donc quand même, quand il y a des vies en jeu, c'est d'autant plus important de prendre des précautions. Et là, heureusement, il n'y a pas eu de problématique. Donc voilà, on peut se féliciter du coup de ces 4 astronautes qui, certes, n'ont pas décollé, mais en tout cas, sont prêts à décoller dans 2 jours. Voilà, 4 astronautes sauvés. Voilà, il faut quand même se féliciter d'avoir des procédures de sécurité qui fonctionnent. Et ça, c'est vraiment très, très important. Un grand merci à YouWag et Nico Clico pour leur abonnement. Un grand merci à vous pour votre soutien. Ça fait super plaisir. Et donc, on continue, et cette fois-ci, on va parler de l'application française. Alors, c'est quoi cette application française ? C'est une application officielle carrément, poussée par le gouvernement, qui, comme je vous le disais lors du sommaire, doit permettre de pouvoir intégrer les données de sa carte d'identité directement dans son smartphone. Sa sortie, du coup, aurait dû être imminente, mais finalement, il y a eu un petit contretemps sur les 3 dernières générations d'iPhone qui, du coup, bouleverse un petit peu le calendrier. Donc là, l'application en tant que telle, c'est celle-ci. Vous pouvez voir un petit peu une présentation où vous pouvez en fait finalement avoir un peu votre carte d'identité digitale, garder la maîtrise de vos données d'identité. Alors la capture est tronquée, mais j'imagine que c'est ça. Prouver votre identité sans divulguer toutes vos données, éviter l'usurpation de votre identité, ça me serait utile. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu mon identité qui a été usurpée, et je peux vous dire que depuis que ça m'est arrivé, c'est la galère avec toute démarche bancaire, de prêt, de machin. Voilà, donc je vous le souhaite pas, et franchement, on rigole pas avec ce sujet. Faites très attention quand vous pouvez. Prenez vos précautions quant à l'usurpation d'identité. Mais donc voilà, c'est ça cette application. Vous pouvez voir que vous pouvez scanner un QR code pour vous connecter à un service directement avec l'application. Vous pouvez également créer un justificatif d'identité. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Voilà en tout cas le principe de l'application. Et donc comme je disais, la sortie de l'application va prendre plus de temps que prévu. Pourquoi ? Parce que certes, il y a une équipe qui travaille depuis des mois dessus, et il y a carrément une bêta qui a été ouverte. D'ailleurs, France Info avait déjà testé début octobre dernier en avant-première l'application. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà 5000 personnes aujourd'hui qui peuvent tester la bêta de cette application, 2500 qui l'utilisent sur Android et 2500 autres personnes qui l'utilisent sur iOS. Et c'est justement
avec le lancement de cette bêta et de ces 2500 personnes qui peuvent le tester sur iOS, que l'équipe a identifié un bug assez problématique. Et ce bug, en fait, le problème, c'est qu'il est du côté de Apple. C'est ça la difficulté. L'équipe, justement, pensait peut-être avoir fait le plus dur en convainquant Apple d'intégrer dans iOS une technologie qui est appelée Pace. Alors, je ne sais pas si c'est PAC avec un E ou Pace en anglais. J'en sais rien. Mais en gros, à quoi elle sert cette technologie ? En fait, elle est indispensable pour créer la version digitale sécurisée des papiers officiels. Alors, c'est arrivé mi-septembre dernier dans iOS, avec la version 16 d'iOS, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que depuis que c'est en test, il y a en fait des problèmes de connexion entre la puce et le téléphone, avec les iPhones qui sont sortis depuis septembre 2020. Donc l'iPhone 12, l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Quand même, les 3 dernières générations d'iPhone, c'est quand même assez ballot, quoi. Voilà, donc c'est évidemment les versions les plus récentes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ils ont identifié qu'il y avait un comportement assez erratique finalement sur l'application au moment de rapprocher justement la carte plastifiée et la puce du téléphone. Et ben en fait, la lecture pourrait nécessiter plusieurs essais. Donc ça, c'est assez problématique. Et donc certaines personnes pourraient potentiellement juste abandonner et se dire bah ça fonctionne pas, donc ça pourrait mettre en danger finalement le succès du lancement de l'application, et donc c'est pas très clair. Un jour ça fonctionne, un autre jour ça ne fonctionne pas, et il n'y a pas de critères systématiques qui identifieraient d'où vient exactement le problème. En gros, il faut s'y reprendre à 2 fois. L'autre difficulté du coup pour l'équipe qui travaille sur cette application, c'est que le bug vient plutôt du côté d'Apple, de l'intégration de cette technologie, et pas de l'application en tant que telle. Donc du coup, tant que Apple n'a pas résolu ce problème, l'application est en attente. Ce qui est un petit peu dommage, puisque quand même la phase de test a déjà pris plusieurs mois de retard. Elle doit culminer normalement avec 20 000 testeurs, et aujourd'hui on en est juste à 5 000. Voilà, donc à voir quand finalement ça va pouvoir arriver. En attendant, il y a quand même l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui doit certifier l'appli, et ils sont déjà en train d'examiner son code. Donc bon, là pour le coup, c'est pas retardé, mais pour l'instant, on a quand même ça qui est un petit peu en stand-by. À voir du coup qu'est-ce qui va se passer. On vous tiendra au courant si on a plus d'informations sur cette application. Est-ce que certains d'entre vous l'ont testé dans la chatroom, cette fameuse application de France Identité ? Il y a Creatix qui nous dit sur iPhone 8 c'est lent mais ça marche à peu près. Elle ne permet pas encore de se connecter vraiment en France Identité sur les sites avec. Alors, Creatix nous dit, je remonte un petit peu, toi tu l'as déjà en bêta test flight, c'est super limité en fonctionnalité, il faut toujours avoir sa carte d'identité sur soi pour faire les actions. Ok, c'est quoi l'intérêt alors de l'app ? Question innocente, mais du coup c'est quoi le principe si du coup il faut toujours avoir sa carte d'identité sur soi ? C'est pouvoir peut-être identifier sur des services plus facilement en préservant. Ouais. À voir si tu as besoin d'une application pour faire ça. Parce qu'il y a déjà France Connect. Après, c'est peut-être pas assez sécurisé, justement. Et Groll nous dit qu'il faut avoir la toute dernière version de la carte d'identité pour utiliser l'application. Ouais. Oui, ça m'étonne pas, ouais. C'est bon, moi je l'ai. C'est quoi la différence avec l'application d'identité de la Poste, Digipost ? Digipost, c'est opéré par la Poste, et cette application a l'air d'être opérée par un organisme lié au gouvernement, quoi. En termes de niveau officiel, c'est pas le même niveau, je dirais. Déjà, dans un premier temps, c'est cette première différence, quoi. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, c'est un petit peu retardé. On vous tiendra au courant si on a plus
de nouvelles à ce sujet. Et on continue cette fois-ci avec une autre technologie, et c'est le casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle d'Apple, ce casque qui se fait attendre, dont on entend parler depuis maintenant quelques années. Voilà, on aurait quelques informations supplémentaires, toujours à prendre avec des pincettes, parce que tout ça, ce ne sont pas des informations ou des communiqués officiels de la part d'Apple, donc toujours à prendre avec un peu de recul. Mais ce sont quand même des informations qui viennent de deux sources qui ont prouvé quand même avoir une analyse assez pertinente des enjeux d'Apple. Donc c'est notamment le journaliste Mark Gurman de Bloomberg qui justement comme à son habitude, il profite de sa newsletter dominicale pour évoquer différents sujets de tech et là notamment Reality Pro, le premier casque de réalité mixte d'Apple. Déjà, je trouve que le nom fonctionne assez bien, Reality Pro. Voilà, tout simplement un casque de réalité. Il ne parle même pas de réalité augmentée, de réalité virtuelle, c'est un casque de réalité. C'est une réalité, c'est votre réalité, j'en sais rien, je trouve ça marche bien. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Gurman? Il nous dit que le casque hybride d'Apple serait complètement indépendant de l'iPhone. Et c'est en ça qu'en fait, ça serait différent de l'Apple Watch et que ça se rapprocherait plutôt d'un mini Mac finalement, c'est que c'est un appareil indépendant. Ça ne doit pas être appairé, synchronisé avec un iPhone comme l'Apple Watch par exemple. Voilà, donc c'est complètement indépendant. Pour fonctionner, il n'a pas besoin d'être relié en permanence à un smartphone. Contrairement à l'Apple Watch, le casque n'est pas conçu comme une simple extension de l'iPhone et il se rapprocherait plutôt d'un nouveau support, d'une nouvelle catégorie de support entièrement autonome comme l'iPad ou le Mac. Voilà. Et donc, il a carrément donc, son petit système d'exploitation, XROS. Voilà. Et le système d'exploitation est parvenu à télécharger toutes les données d'un utilisateur directement par le biais d'un compte iCloud. Donc, uniquement avec un compte iCloud, vous pourriez juste synchroniser vos informations, vos données sur les différents appareils, donc iPad, iPhone, Mac et casque Reality Pro, quoi. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça s'arrête pas là. A priori, il nous dit que Apple aurait imaginé deux casques différents. Un accessoire indépendant de l'iPhone et un appareil relié au smartphone. Cette seconde version qui devrait s'appuyer sur la puissance de calcul considérable de l'iPhone pour afficher des expériences en réalité virtuelle et augmentée. Donc ça, c'était les premiers tests où ils étaient partis un petit peu dans ces deux directions finalement. Et finalement, ils avaient également aussi envisagé l'idée d'accompagner le casque d'un concentrateur dédié capable de générer la puissance nécessaire. Finalement, ces deux solutions, c'est-à-dire un casque qui s'appuierait sur la puissance de calcul de l'iPhone ou un casque qui serait accompagné d'un concentrateur dédié, toutes les deux ont été abandonnées au profit donc de ce casque justement indépendant. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas testé les autres alternatives, mais c'est que justement en testant les différentes alternatives possibles, ils sont optés en tout cas pour ce casque indépendant. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et donc, il nous informe aussi que pour contrôler l'interface du casque de réalité mixte, l'utilisateur devra se servir de ses yeux et de ses mains. Apple aurait en effet imaginé un système de suivi oculaire et de mouvement. Et cette option permettrait aussi de saisir du texte en se servant de ses yeux et de ses mains. En clair, en gros, il suffirait de regarder une lettre et de la confirmer avec ses mains pour écrire. À voir, il y aura peut-être un temps d'adaptation, très certainement de toute façon avec ce nouveau type de technologie. Je suis assez intéressée quand même par tester ça. Très 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 intéressée. Et puis en plus ça me fait penser un petit peu aux outils d'accessibilité pour les personnes qui ont des capacités de mouvement limitées et qui vont du coup beaucoup utiliser les yeux pour pouvoir interagir avec des appareils numériques. Il y a également cette technologie de suivi oculaire. C'est pas complètement nouveau, elle existe déjà pour des appareils d'accessibilité. Donc je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, on voit un peu comment finalement des appareils d'accessibilité peuvent permettre de développer des nouvelles technologies ou des manières d'interaction qu'on ne connaît pas encore du grand public aujourd'hui. Donc à voir. L'iPad n'a pas besoin du smartphone pour fonctionner.
Oui, exactement, c'est pénible cet identifiant. C'est exactement pour ça qu'on compare plus le casque à ce type d'appareil comme iPad, iPhone, Mac, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants, qui fonctionnent de manière indépendante, versus l'Apple Watch qui a besoin d'avoir un iPhone, d'être pairé et relié à un iPhone. Voilà, donc le casque s'apparenterait plus à une nouvelle gamme de produits type iPad, Mac, iPhone. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc cette technologie de suivi oculaire et de confirmation finalement avec les mains est pas encore tout à fait au point. Il est possible que au lancement l'utilisateur soit invité quand même à jumeler son iPhone pour s'appuyer sur le pavé tactile dans un premier temps. Du coup Apple espère progressivement améliorer cette fonctionnalité pour émanciper complètement le casque de l'iPhone. Voilà. En parallèle, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple aurait déjà commencé à travailler sur les prochaines versions de son casque, et notamment la seconde itération de Reality Pro devrait mettre l'accent sur les performances. Voilà, il serait capable d'offrir des expériences visuelles encore plus poussées que le premier casque, en s'appuyant sur une nouvelle puce M de son cru, et permettrait de repousser les limites du premier casque hybride qu'il sortirait. Donc ça serait très probablement des variantes des futures puces M3 et M4 qui ne sont pas encore annoncées. Autre chose intéressante, Apple préparait aussi un casque plus abordable. En effet, en termes de prix, a priori, les rumeurs, c'est que pour la première version de Reality Pro, on approcherait les $3,000. Même il y a certains analystes interrogés par Nikkei qui tableraient même sur un prix plus proche des $5,000. Donc c'est sûr qu'on en a parlé notamment dans la vidéo de Jérôme Astarif. L'accessoire devrait certainement s'adresser plus aux professionnels ou aux technophiles et inconditionnels de la marque au grand public. Mais en tout cas, Mark Gurman a vu des dépôts de marques et ce futur casque serait moins cher et serait baptisé Reality One. Et donc, une des options pour réduire les coûts, c'est que l'entreprise s'appuierait sur un processeur moins puissant, sans doute une puce de la gamme A embarquée dans les iPhones et un écran moins sophistiqué pour commencer, quoi. Et du coup, le produit pourrait arriver sur le marché dans le courant de l'année 2024-2025, donc finalement très très vite. Mais donc ça, c'est pour l'arrivée sur le marché. Mais qu'est-ce qu'il en est des annonces finalement quand est-ce qu'on peut espérer avoir des annonces? Alors là, les analystes affirment qu'Apple dévoilera son premier casque hybride dans le courant de juin 2023. Alors on a Mark Gurman qui à l'origine a opté pour juin 2023 lors de la WWDC qui est, vous le savez, l'événement consacré aux développeurs pour la plateforme iOS, enfin en tout cas Apple, où on révèle les dernières avancées, etc. Mais a priori, la sortie aurait été repoussée à la fin de l'année, voilà, plutôt courant septembre, lors de l'événement de l'annonce de l'iPhone 15. Il annoncerait en même temps le casque de réalité mixte. Donc ça, c'est Ming-Chi Kuo, l'analyste du coup spécialisé, qui au vu des retards accumulés dit que c'est quand même plus probable que ça soit annoncé en septembre. En tout cas, voilà, en termes de sortie sur le marché, ça serait du coup pour la fin de l'année, à la suite de l'annonce. Flonflon nous dit il y a des leaks pour... il y a déjà des leaks du prochain iPhone, mais rien pour le casque. Ouais. Après, quand il s'agit d'un nouveau produit, je pense que les enjeux de protection des données ou des informations qui pourraient fuiter est encore plus redoutable. Et généralement, quand Apple veut que quelque chose fuite pas, ils y arrivent quand même plutôt bien, hein, quand même. Jérôme nous dit c'est même suspect. À voir. À voir. Voilà en tout cas tout ce qu'on sait pour l'instant en termes de rumeurs pour le casque. En tout cas, en effet, il y aurait eu des petits contretemps dus à des problématiques logicielles, a priori, qu'Apple n'aurait pas encore résolues. Mais Ming-Chi Kuo dit qu'en tout cas, ce contretemps d'annonce ne remet pas en cause les précédentes prédictions quant au début de la production de masse et de la commercialisation du terminal. Donc ça, pour l'instant,
C'est ça qui reste valable pour l'instant, quoi. Voilà pour le casque. Suspect, c'est grave, c'est pire que les... What? Ok, il y a des commentaires bizarres dans la chatroom. En tout cas, c'est vrai que dans la vidéo que Jérôme a sortie sur la chaîne, on est plutôt assez cohérent, ouais, avec les rumeurs pour l'instant, ouais. Comme quoi, pas mal. Je vous propose qu'on continue avec la prochaine news et cette fois-ci c'est du côté de Twitter. Coupe budgétaire, de nouveau des salariés qui sont remerciés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement, selon le New York Times, environ 200 salariés ont reçu samedi un mail leur annonçant leur renvoi avec effet immédiat. Ça vise autant des ingénieurs travaillant sur la stabilité technique du réseau social, ce qui est quand même pas une super bonne nouvelle quand on sait les problèmes auxquels Twitter a fait face dernièrement, mais également des ingénieurs et des équipes chargées des services payants de la plateforme, ce qui est quand même relativement étonnant, puisque du coup l'enjeu de monétisation de Twitter est critique pour 2023. Mais bon, pourquoi pas. Cette nouvelle coupe dans l'effectif représente environ 10% des effectifs de Twitter à l'heure actuelle, après justement les différentes vagues de licenciements qui sont déjà passées. Et justement, parmi les personnes qui ont été remerciées samedi, il y a des figures assez importantes, assez notables, notamment Esther Crawford, qui justement était la chef produit, qui avait relayé une photo d'elle qui dormait dans un sac de couchage sur le sol de son bureau afin de livrer à temps l'abonnement Twitter Blue, justement, et qu'elle avait été assez sur le devant de la scène et en faveur de ce Twitter 2.0 mené par Elon Musk. Mais donc comme quoi, finalement, elle avait beau prôner et être très très motivée par cette nouvelle hiérarchie, cette nouvelle organisation, ça ne l'a pas forcément protégée en tout cas de cette vague de licenciements. Et puis en tout cas, l'autre personnalité et licenciement remarqué, c'était Martin de Cooper. Alors, je ne sais pas du tout si je prononce son nom correctement. Voilà, je m'excuse. Mais en tout cas, ce néerlandais est le créateur de la plateforme de newsletter Review, qui avait été acquise en 2021 par Twitter. Voilà, donc ces deux personnalités sont out du staff de Twitter. On se demande un peu qui va rester, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes du domaine de la tech qui sont disponibles sur le marché suite aux différentes vagues de licenciements. Maintenant, est-ce que Twitter va réussir à conserver finalement dans son équipe centrale les effectifs dont ils ont vraiment besoin pour faire avancer et remettre sur des bonnes bases le réseau social? J'en sais rien. Des fois, c'est vraiment nécessaire aussi de pouvoir faire une espèce de remise à zéro des équipes. C'est jamais facile et ça se passe... Voilà, c'est quand même une transition très 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 compliquée. Est-ce que ça va permettre à Twitter de rebondir? On n'en sait rien. En tout cas, autre donnée intéressante, c'est que Twitter, vous le savez, ils ont arrêté de payer certaines factures. Ils sont même poursuivis en justice pour avoir arrêté de payer certaines factures. Et du coup, parmi les prestataires qu'ils ont arrêté de payer, il y a Slack, la plateforme donc de communication des salariés, pour pouvoir du coup collaborer entre collègues et également à distance. Ils ont arrêté de payer leur abonnement et donc l'accès a été coupé depuis mercredi dernier. Je suis curieuse de savoir du coup comment ça se passe en interne, parce que voilà, quand tu supprimes un outil de communication principal pour une équipe, alors je ne sais pas si Slack est un outil de communication principal, mais autant vous dire que moi, si on n'avait plus accès à Slack du jour au lendemain, ça serait compliqué quoi. On n'utilise pas les mails. Bref, pour les échanges rapides de petites questions, c'est quand même pratique quoi. Donc voilà, assez étonnant de voir ce qui continue de se passer du côté de Twitter. Je veux pas passer plus de temps que ça finalement, parce que bon,
Voilà, c'est des annonces. Ce qui sera plus intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent après? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec la plateforme? Et là, on peut en discuter. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est des décisions stratégiques. On verra comment ça porte ses fruits ou pas. Il y a Wendigo qui nous dit « Mais Twitter n'a pas son propre réseau de communication pour plus de confidentialité, sachant que ce sont eux-mêmes un réseau de communication. » Alors oui, sauf que tu compares deux choses qui sont pas tout à fait comparables. Twitter, c'est une plateforme grand public de réseau social qui est donc vraiment grand public. C'est pas un outil de travail. Slack est quand même plus une plateforme de communication dans le domaine du travail. Pour gérer la collaboration entre les gens. Donc, tu as plein de fonctionnalités spécifiques pour optimiser la collaboration entre les collègues, ce qui n'est pas du tout l'enjeu de Twitter. Twitter n'encourage pas la collaboration, ils encouragent l'interaction entre les utilisateurs, mais ils n'encouragent pas forcément la collaboration d'un point de vue professionnel. Donc c'est vraiment différent, hein. C'est deux produits vraiment différents, qui ne ciblent pas les mêmes personnes, qui ne ciblent pas les mêmes besoins. Donc attention à comparer, parce qu'en effet, c'est pas la même gamme de produits. Après, en termes de confidentialité, alors je suis pas une experte sur le sujet, mais il me semble que justement, Slack te permettait d'héberger déjà les données de manière correcte, c'est-à-dire sur des serveurs, etc., spécifiques dans le bon pays et tout. Alors oui, nous, on ne partage pas de données confidentielles. Ouais, je ne suis pas capable de dire par rapport à ça, par rapport à la sécurité de Slack, je ne me rappelle plus. Il a déjà effectué une vague de licenciements l'année dernière, il me semble. Tout à fait, Camille, pour Twitter. Il y a une grosse vague de licenciements qui s'est produite, même plusieurs. Donc, c'est pas la première, hein. Tu nous dis, je voulais dire que je pensais que Twitter avait pour ses devs un réseau interne sécurisé avec des outils de travail, mais accessible que pour les devs. Peut-être. Après, il y a beaucoup de devs qui utilisent tout simplement Git. Nous, par exemple, on utilise Git. Parce qu'en fait, quand tu utilises des outils développés en interne, ça veut dire aussi qu'il faut une équipe pour maintenir ces outils, hein. Donc, ça peut faire sens quand tu as une équipe suffisamment grande et que ça te prend plus de temps de contourner les outils que tu utilises que de les construire toi-même et de les maintenir toi-même. Là, avec la réduction d'effectifs, je les vois mal maintenir en plus des outils internes, vu qu'ils sont déjà stretch pour maintenir Twitter. Donc voilà. Donc ouais, je crois que Git fonctionne plutôt bien, hein. Il y a Manon qui mentionne GitLab justement, qui fonctionne en cloud privé. Donc voilà en tout cas pour Twitter. On continue avec cette fois-ci Meta. Ben oui, on va parler intelligence artificielle un petit peu, ça faisait longtemps. On va parler d'intelligence artificielle avec Facebook, enfin plutôt Meta, hein, qui du coup arrive aussi sur cette petite course à l'intelligence artificielle avec son Llama. Alors je ne sais pas comment le prononcer. Llama, Yama, à la française, en espagnol, je sais pas comment le prononcer. Dites-moi si vous savez comment le prononcer dans la chatroom. Je galère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Llama ou Yama? C'est Large Language Model Meta AI. Alors déjà, j'ai du mal à voir comment ça fait l'acronyme, parce que ça ne correspond pas à ça, soit il manque un M, enfin bref, je sais pas d'où ça vient, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et donc en gros, comme son nom l'indique, c'est un modèle linguistique, hein. C'est en gros le socle qui permet d'utiliser les intelligences artificielles comme ChatGPT, et en fait, tu peux comparer ça Llama à GPT-3 en fait. GPT-3 qui est donc le modèle qui permet à ChatGPT de fonctionner. Et de Lambda aussi, le modèle de langage développé par Google pour alimenter justement Bard. Alan Poisson qui dit mon côté LV2 espagnol dirait Yama. Non mais moi aussi. C'est pour ça que je scie entre Llama et Yama.
Voilà donc pour ce que c'est vraiment le socle de l'intelligence artificielle. La particularité de notre ami Llama, c'est qu'il fonctionne que sur 65 milliards de paramètres. Alors comme ça paraît un peu vague, mais en fait pour vous donner une idée, c'est beaucoup moins que ses rivaux. Mais selon Meta, ce dimensionnement moindre serait en fait un avantage. Pourquoi ? Parce qu'en fait Llama pourrait être disponible en plusieurs versions, 65 milliards de paramètres, ou d'autres sur 33 milliards, ou même sur 13, ou même sur 7 milliards. Et en fait, ce sont des modèles donc plus petits qui sont intéressants dans le monde des modèles très larges, car elles demandent beaucoup moins de puissance de calcul et de ressources. Donc ça permettrait de les utiliser par rapport à ça, une taille réduite qui permettrait de démocratiser l'accès aux modèles de langage et d'épargner de la capacité de traitement, d'être un peu plus économe. Donc je trouve ça intéressant comme parti pris à voir. Pour l'instant, contrairement à ChatGPT, Llama n'est pas accessible à tout le monde. Hein. Seuls quelques chercheurs, en faisant la demande, peuvent avoir accès au modèle. Et pour l'instant, les fonctionnalités ou les facultés restent à mettre à l'épreuve. Hein, mais on n'en est vraiment qu'au début, quoi. Autre élément très très intéressant, je trouve, de Llama, alors après je suis pas une experte de ces modèles de langage et de l'intelligence artificielle, mais il mentionne que justement, alors il y a un modèle qui s'appelle Chinchilla. Je pense que c'est mon préféré. C'est trop mignon les chinchillas. Je suis désolée, mais il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi un chinchilla ? Un chinchilla, c'est... Désolée pour ce petit aparté, mais c'est le moment cuteness du mug. Le moment cuteness du mug, c'est ça un chinchilla. C'est un espèce de souris écureuil avec beaucoup de poils. Il a une queue d'écureuil, c'est tout gris et c'est extrêmement doux. Les chinchillas ont été exterminés pour leur fourrure qui est réputée la plus douce au monde. Donc je dérive complètement ce matin, mais c'est juste trop de cuteness pour moi. Voilà, c'est juste trop mignon. Vous pouvez pas résister à ce petit museau. Ce n'est pas un rat parisien, je précise. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus sautillant et beaucoup plus doux et mignon qu'un rat parisien. Bref, sur cet aparté complètement injustifié et hors de propos. Désolée, j'avais un chinchilla qui s'appelait Grisou quand j'étais petite, parce que j'avais pas d'imagination pour donner des noms à mes animaux. Et donc j'avais un poisson rouge qui s'appelait Roug, parce que je m'étais dit que c'était rouge en anglais quand j'étais petite. Donc j'avais un poisson rouge appelé Roug et j'avais un chinchilla qui s'appelait Grisou. Sur ce moment, je vous raconte ma life. On retourne sur l'intelligence artificielle ce matin, difficilement, mais on y retourne. Et donc pourquoi je vous parle de Chinchilla ? Parce qu'en fait, on nous dit justement que contrairement à Chinchilla, Palm et GPT-3, donc ces autres modèles de langage qui existent sur le marché, Meta nous dit qu'ils ont utilisé uniquement des données accessibles publiquement. Et donc ce qui permettrait de rendre le modèle open source. Donc ça, je trouve ça vraiment très très cool. D'avoir une approche qui est open source. On va pouvoir savoir un petit peu sur quel modèle et quelle base de données ça a été entraîné et pour pouvoir mieux comprendre un petit peu sur quoi c'est construit et développé. Voilà. Donc voilà en tout cas pour le modèle d'intelligence Llama. On est très animal ce matin. Mais c'est la faute de Meta aussi à appeler son modèle de langage Llama là. Moi j'y arrive pas. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on sait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois que Meta aussi s'aventure du côté de l'intelligence artificielle. On se rappelle ou pas, en août 2022, la première tentative de Meta qui s'appelait Blenderbot, qui était censé être un chatbot capable d'apprendre de ses erreurs, mais qui a malheureusement rapidement tenu des propos antisémites et complotistes. Sympathique, le petit chatbot. Et puis après, quelques mois plus tard, en novembre 2022, on avait aussi eu le tour de Galactica qui avait été rendu public.
Et cette fois-ci, cette intelligence artificielle était spécialisée dans la rédaction d'articles scientifiques et pouvait résoudre des problèmes de maths, rédiger des articles Wikipédia et écrire du code, rien que ça. Mais au bout de 3 jours seulement, Galactica a dû être débranché pour avoir indiqué des réponses erronées et racistes aux utilisateurs, carrément. Donc voilà, donc jusqu'ici, le track record de Meta concernant l'intelligence artificielle est pas super génial, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'ils ont l'air d'être assez prudents justement avec Llama ou Llama. Donc pour l'instant, ils ont juste annoncé que eux aussi ils en avaient un, mais c'est pas sorti au grand public. On peut demander un accès, mais ça restera limité, etc. Donc voilà, je pense que ça c'était une annonce pour pas être carrément largué, mais à la fois prendre des précautions du côté de Meta. On vous tiendra au courant évidemment si on a plus d'informations dans les temps qui viennent sur justement ce que prévoit de faire Facebook ou Meta avec ce modèle de langage. Mais c'est pas tout dans l'actualité de l'intelligence artificielle. Snapchat s'y met aussi. Et oui, ils ont lancé leur propre chatbot d'intelligence artificielle qu'ils ont appelé MyAI, qui fonctionne justement grâce à ChatGPT, lui. Voilà, donc c'est un chatbot conversationnel qui peut écrire des haïkus, vous aider à prévoir une randonnée, ou tout simplement vous recommander des cadeaux d'anniversaire. Vous avez carrément même un post de blog de Snapchat pour vous présenter justement cette intelligence artificielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une petite confusion entre AI ou AL. Est-ce que c'est MyAL ou MyAI? Bon, là, je pense que comme ça s'appelle My, ça doit être AI, dans la manière dont c'est écrit. Et donc, c'est un chatbot qui donc utilise ChatGPT. Et c'est ce qu'ils disent, tout simplement. On n'a pas plus d'informations pour l'instant. C'est, voilà, ça va vous recommander des idées de cadeaux pour votre BFF. Ça va vous aider à organiser une randonnée durant un week-end. Ça va vous suggérer des recettes pour dîner. Ça va vous écrire des haïkus sur le fromage pour votre ami obsédé par du fromage. Donc ça, typiquement, Jérôme et moi, ça marche, puisqu'on a quand même 2 chats qui s'appellent Mozza et Cheddar. Donc on pourrait nous qualifier de obsédés par le fromage. Et vous pouvez même lui donner un nom dédié à votre MyAI, lui donner un petit nom comme si c'était votre assistant et le customiser avec un petit wallpaper, etc. Voilà, donc peut-être que demain, finalement, ce MyAI carrément aura un espèce de Tamagotchi-like qui pourra vous parler, vous recommander, etc. en fonction de ce que vous lui demandez. Pourquoi pas, mais pas pour l'instant. Voilà, ça, pour l'instant, ça reste assez limité les informations qu'on a dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur MyAI? Pour l'instant, il est plus limité que ChatGPT puisqu'il a été designé pour éviter les biais ou communiquer des informations incorrectes ou blessées ou de communiquer des informations de la désinformation. Voilà, donc ça, ils ont mis des barrières entre guillemets pour que ça parte pas dans tous les sens, comme ce qui a pu se passer un petit peu du côté de Microsoft. Et il y a aussi des avertissements. Ça, c'est intéressant. Snap a proactivement informé les utilisateurs de quelques débordements que MyAI pourrait avoir, notamment ne pas compter sur lui pour les conseils. MyAI peut être sujet à des hallucinations ou peut être piégé pour dire à peu près n'importe quoi. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, ils disent certes, on a mis des barrières, mais en fait, ces barrières sont pas tout à fait bulletproof. Donc, vous le savez, c'est à vos risques et périls, quoi, de l'utiliser, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Un autre élément intéressant, c'est qu'ils ont entraîné l'intelligence artificielle pour avoir un ton et une personnalité unique à Snapchat et qui va communiquer les valeurs cœur de Snapchat, type l'amitié, l'apprentissage, le fun, etc. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Moi, ça me donne envie de tester pour le coup.
Voilà en tout cas pour l'arrivée de l'intelligence artificielle du côté de Snapchat. Je regarde un petit peu ce que vous en dites dans la chatroom. Oleg qui nous dit on dirait que c'est tellement la hype que toutes les boîtes s'affolent à essayer de coller au forceps un chat GPT dans leur app sous prétexte capillotracté. Ouais, c'est un peu ça. Après, tu peux pas négliger qu'il y a un effet de nouveauté. Et en fait, ça peut faire la différence de lancer au bon moment. Ça peut faire la différence entre quelque chose qui démarre et quelque chose qui ne démarre pas juste parce que tu as été le premier à tester des concepts. Et un concept qui décolle. Donc, je vois un intérêt à tester rapidement. Et après, ils l'ont pas annoncé non plus en fanfare, quoi. Ils ont publié un article de blog. Donc à voir. Mais oui, c'est vrai que ça. C'est vrai que on voit un petit peu la course à toutes les boîtes pour travailler dessus. Mais je pense que là, ce qu'on voit en plus, et nous on parle des géants de la tech, hein, mais je pense que toutes les boîtes sont là-dessus, quoi. Genre toutes les boîtes sont en train d'évaluer le potentiel que représente ce type de modèle pour automatiser certains process, scaler certaines productions, enfin comment dire, faire grandir à l'échelle certaines productions, chaînes de production ou fonctionnalités. Donc ça va être intéressant. À voir, à voir, à voir. Voilà pour les news tech ce matin. J'espère que ça vous a plu. Restez encore avec moi parce qu'on a une petite cerise sur le croissant tout à l'heure. Je vais vous parler d'une série télé coup de cœur que je voulais vous partager. Mais juste avant, on va quand même faire une petite pause sponsor puisque c'est grâce à notre sponsor qu'on peut aussi produire l'émission. Et donc, vous le connaissez ce sponsor, hein, c'est O2Switch, un des meilleurs hébergements web sur le marché avec une sécurité et une fiabilité remarquables. C'est français, les data centers sont en France et ils offrent un service de qualité pour ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. Alors vous pouvez profiter à la fois d'un support client exceptionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des conseillers qui vous accompagnent sur vos problématiques techniques et vos questions. Vous pouvez avoir le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. Et puis c'est simple, vous avez une offre unique, hein, c'est tout compris illimité. Plus besoin de choisir entre coût, puissance, mémoire et nombre de sites. C'est vraiment simple et ça vous permet aussi d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion en fait de vous poser la question sur l'hébergement ou si vous hésitiez à vous lancer sur un hébergement parce que vous ne saviez pas lequel choisir, là c'est peut-être l'occasion de tester. Donc pour tester, n'hésitez pas à utiliser le code promo de la chaîne N15 pour bénéficier tout simplement de 15% de réduction pour la première année. C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique, mais pas sur les renouvellements, attention. Et en plus, pour terminer, c'est satisfait ou remboursé. Donc, vous pouvez tester et vous faire votre propre idée. Voilà, un grand merci à O2Switch qui, du coup, est sponsor de l'émission. Je vous propose d'enchaîner avec la cerise sur le croissant. Et voilà, on termine l'émission avec une série dont je voulais vous parler. C'est une série vraiment coup de cœur que j'ai eue en ce début d'année. Elle est sortie en janvier 2023 sur Disney+. C'est une série anglaise. À l'humour du coup anglais. C'est une série originale créée et écrite par Emma Moran. C'est un mélange étonnant entre Marvel et je pourrais dire un peu Friends ou Fleabag. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Marvel, parce qu'en fait, ça traite de super pouvoirs.
Donc vous êtes dans un monde tout simplement où tout le monde obtient un super pouvoir aux alentours de ses 18 ans. Voilà, donc c'est le postulat de départ. Donc là, il y a des super pouvoirs. Ensuite, Friends, parce qu'en fait, vous suivez un groupe d'amis, vous le voyez là sur l'affiche. C'est une espèce de colloque de 4 amis, tous un peu plus bizarres les uns que les autres. Et puis pourquoi Fleabag? Pour le ton irrévérencieux et l'humour anglais assez trash, que moi j'aime beaucoup. Et sur le fait qu'on suit une héroïne aussi qui est très égocentrée, des fois, qui peut avoir des aspects égocentrés et qui est loin d'être parfaite. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi du côté de Fleabag. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette série. Ce qui est très intéressant, donc vous suivez un petit peu 3 colocataires à l'origine, c'est les 3 qui sont sur le canapé sur l'affiche. Et il y a un couple avec la jeune fille aux cheveux bouclés et le garçon qui est allongé sur le sofa. Et puis il y a la meilleure amie qui est l'héroïne, Jen, celle aux cheveux roux. Voilà, et donc on suit Jen qui a la particularité, en fait, de ne pas avoir de super pouvoir. C'est une exception, c'est la seule. Et en fait, elle est extraordinaire, non pas parce qu'elle a des super pouvoirs, mais parce qu'en fait, elle n'a pas de super pouvoirs par rapport à ce monde où tout le monde en a. Et donc, c'est intéressant d'avoir appelé la série extraordinaire, c'est parce qu'en fait, c'est à deux lectures, on peut se dire extraordinaire parce qu'en fait tout le monde a des super pouvoirs et donc tout le monde est un peu unique parce que chacun a ce don, ou extraordinaire parce qu'en fait on est différent des autres et on n'a pas de super pouvoir. Et donc qu'est-ce que ça veut dire être sans super pouvoir ou normal dans une société où tout le monde est appelé à se surpasser, à se dépasser, à être le meilleur de soi-même. Et donc, il y a un petit côté un peu ironique sur notre société actuelle qui nous pousse à optimiser nos performances personnelles et professionnelles, à être le meilleur de soi, notre meilleure version de nous-mêmes. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant comme critique. Et donc, du coup, voilà, Jen est super complexée, elle le vit très très mal. Ses colocataires ont des pouvoirs plus ou moins bizarres. Alors, son pote... Cash, qui est donc allongé, a le pouvoir de remonter le temps. Et puis sa meilleure amie, Carrie, a le pouvoir de faire parler les morts. C'est pas juste faire parler n'importe qui, c'est faire parler les morts. Donc ça donne des situations assez cocasses. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que du coup, des fois, avoir un super pouvoir, ça va vous prédestiner et vous bloquer dans un certain travail ou dans un certain style de vie que vous n'avez pas forcément choisi. Et donc c'est intéressant parce qu'à la fois vous avez Jen qui se plaint et qui se dit qu'elle est la plus mal lotie parce qu'en fait en n'ayant pas de pouvoir, elle est la risée de tous les autres. Et à la fois, vous avez certaines personnes qui ont des super pouvoirs qui les bloquent dans une destinée qui ne leur convient pas forcément et qu'ils n'ont pas choisi et qui va conditionner ou orienter complètement leur vie. Des petits exemples. Et ben par exemple, Carrie, qui a le pouvoir de faire parler les morts, travaille du coup dans un bureau de comment on va dire ça, de traitement des wills, testaments. Voilà, je trouve plus les mots en français, c'est affligeant. Voilà, donc elle traite les testaments et en fait elle va trancher sur les testaments puisqu'elle peut faire parler les morts. Donc quand il y a un litige sur un testament, elle va faire revenir le mort pour que on puisse avoir le fin mot de l'histoire sur ces testaments. Et donc voilà, donc du coup ça la bloque dans un certain job où en fait finalement sa valeur n'est qu'à travers son super pouvoir qu'elle n'a pas choisi. Donc ça c'est assez intéressant. Un autre exemple qui donne lieu à des situations très très cocasses, c'est qu'un jeune homme a le super pouvoir que à son contact il peut faire jouir n'importe qui. Voilà, n'importe qui peut atteindre l'orgasme juste avec le simple toucher avec cette personne. Pas besoin de faire de manipulation ou de caresse spéciale au simple toucher. Et donc ça donne vraiment lieu à évidemment des gags évidents, mais aussi ça peut juste pourrir la vie, quoi.
Donc ça, c'est assez intéressant aussi, cet aspect-là. C'est hilarant. Moi, vraiment, je me suis fendu la poire avec cette série, hein, pour être honnête. Elle m'a fait vraiment terriblement rire. Elle est terriblement attachante aussi, avec des personnages bizarres, imparfaits. Y a pas de stéréotype de beauté dans cette série, ça fait du bien, c'est des acteurs et des personnes normales comme vous et moi qui galèrent avec leur vie. Et c'est ça que moi j'aime bien, et voilà, et qui sont tous les plus attachants les uns que les autres. Un des personnages principaux, c'est un chat que l'héroïne adopte, voilà, qui va terminer avec une vie assez étrange, ou en tout cas une interaction avec les colocataires assez étonnante et surprenante, et qui va devenir justement un des acteurs principaux finalement de l'histoire. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, vraiment, moi je ne peux que vous la conseiller. Là, vous avez justement l'héroïne Jen avec sa meilleure amie Carrie, et la mère de Jen ici qui est elle, par exemple, la mère de Jen, son super pouvoir, c'est d'avoir un don avec le numérique, les objets numériques. Sauf qu'en fait, elle ne sait pas utiliser des objets numériques, et donc du coup, son don devient un peu un curse. L'anglais me pourrit la vie ce matin. Une malédiction, parce qu'en fait, du coup, elle détraque la télé, voilà, enfin, elle fait un peu n'importe quoi, et elle n'investit pas sur son don, quoi. Donc oui, FRJS, j'ai dit Friends uniquement pour l'aspect groupe d'amis, justement, c'est plus pour ça. Oui, et c'est vrai que l'affiche que j'ai mis, il y avait un canapé et tout, mais en fait c'est plus pour le fait que tu suis un groupe d'amis qu'autre chose, hein. Voilà, elle peut contrôler les technologies, mais elle ne sait pas du tout les utiliser, exactement. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que la bande son aussi est excellente, de la série, et les acteurs sont vraiment vraiment top, et il y a à la fois un côté humoristique où vraiment à chaque épisode vous rigolez, mais il y a à la fois un côté vraiment très attendrissant sur ce groupe d'amis, sur ce qui les soude, sur leur galère, sur leur recherche d'identité personnelle et individuelle, à la fois à travers le couple, mais à la fois en termes d'individus, et sur cette quête de toujours se surpasser, et se prouver au sein de la société. Je trouve ça assez intéressant. Le nom de la série, c'est Extraordinary. C'est disponible sur Disney+. Euh, on... C'est quoi ton message, FRJS? On a un pin, le nom en haut du chat. J'arrive pas à comprendre. Mes parents aussi ont le don de détraquer la télévision et le téléphone. Mais pour vous donner... non, j'ai même pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Mais dès le premier épisode, il y a un... Ah, merci, vous avez épinglé le commentaire avec le nom de la série. Top. Ce que j'aime beaucoup, c'est dès le premier épisode, vous avez à la fois le côté foutraque, humour anglais, what the fuck, et à la fois le côté super attendrissant avec un traumatisme de l'héroïne, qui va, voilà, dès le début on comprend que voilà, elle a vécu une perte, etc. Et c'est amené de manière super super intelligente et super attendrissante. C'est jamais larmoyant, jamais à s'apitoyer ou quoi que ce soit. C'est très dynamique. Je crois qu'il y a 6 épisodes au total, donc c'est vraiment une série courte. Il y a déjà une saison 2 qui a été commandée, donc elle n'a pas été arrêtée, elle est renouvelée. Et vraiment, moi je trouve que c'est une petite pépite qui m'a vraiment touchée. Il y a 8 épisodes, pardon, il y a 8 épisodes, et c'est vraiment moi une petite pépite que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions
Tu la vends très bien, cette série. Ben écoute, j'espère. C'est des épisodes courts de moins de 30 minutes. Donc en plus, ça fait vraiment effet bonbon. Très facile à suivre. Donc vraiment, je vous la conseille. Si vous avez besoin de vous changer les idées, de passer un bon moment et de la passer en bonne compagnie avec ce groupe d'amis, franchement, allez-y. Je la trouve vraiment rafraîchissante et rigolote. Série à conseiller pour Prime Video. Prime Video, écoute, pour l'instant, moi, je fais du rattrapage sur Carnival Row. Série pas parfaite. Moi, j'aime bien l'univers, un peu steampunk. C'est une série avec Orlando Bloom et... comment elle s'appelle ? Cara Delevingne. Voilà, et vous suivez un monde où il y a des humains et il y a des faunes, des fées, des espèces des espèces de boucs, voilà, comme ça. Et évidemment, il y a une question de racisme, d'inclusion, d'oppression, de guerre, etc. entre ces différentes races, etc. Voilà, il y avait la première saison qui était sortie il y a quelques années, je crois, il y a au moins 2 ans, je dirais. Carnival Row sur Prime Video. Et là, la deuxième saison vient de sortir. C'est divertissant. Pour moi, c'est pas une série incroyable, mais elle fait le job. Moi, j'aime bien l'univers. Au niveau des acteurs, c'est assez inégal, j'ai envie de dire. Il y a des acteurs qui sont plus ou moins bien. Mais j'aime bien l'univers. Voilà, je me laisse un peu porter. Quoi. Il y a Star Trek Picard aussi qui a repris, mais alors j'ai adoré la première saison de Star Trek Picard. J'ai pas du tout aimé la seconde saison. Je l'ai trouvée extrêmement laborieuse. Et donc, du coup, ça me donne pas envie. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement ? Donc, on continue toujours The Offer, mais ça, c'est sur Paramount, sur Canal+. The Last of Us, évidemment, sur Prime Video. On n'a pas vu le dernier épisode, donc pas de spoil. J'ai terminé Peaky Blinders. J'ai pas trop aimé la saison 6. Je l'ai trouvée très poussive, la saison 6 de Peaky Blinders. J'ai terminé la saison 2 de Slow Horses, une série que j'avais adorée sur Apple TV. Je ne peux que vous la conseiller. Grosse pépite Apple TV. Slow Horses, vous suivez une équipe du MI5 de bras cassés. En gros, c'est tous ceux qui sont rétrogradés du MI5 qui atterrissent à ce qu'on appelle dans l'équipe de Slow Horses, donc l'espionnage britannique. Et vous avez des acteurs qui sont formidables, vous avez des histoires trépidantes. Vraiment, je ne peux que vous la conseiller. Moi, j'adore. Je trouve que d'abord visuellement, elle est magnifique. Il y a quand même un générique avec une musique originale avec Mick Jagger, donc rien que ça vous donne le ton. C'est irrespectueux, trash. Équipe de bras cassés aussi, mais là plutôt professionnellement parlant. Moi j'aime beaucoup cette série. Qu'est-ce que je peux vous conseiller de plus ? Je crois que c'est déjà pas mal. Sinon, quoi d'autre ? Une autre série que je suis en train de regarder, mais que Jérôme vous a déjà recommandé, c'est Rogue Heroes. Une série où vous suivez un régiment, encore une fois, de bras cassés. À la Seconde Guerre mondiale, en Égypte. Et ouais, c'est une série qui est disponible sur Canal+. Trop de plateformes, trop d'abonnements, trop cher. Je comprends. Nous, on n'est pas très raisonnable, j'avoue, sur ce côté-là. Mais pourquoi j'aime beaucoup cette série ? Et je suis pas fan, pourtant, de tout ce qui est un peu film de guerre, etc. Enfin, bon, voilà. Mais là, vraiment, elle est excellente. D'abord, vous retrouvez un des acteurs que moi, j'aimais le plus dans Sex Education, qui est vraiment un acteur formidable.
Et donc généralement, là où je le vois, je me dis ouh, ça doit être intéressant. Et donc il est dedans. C'est pas le héros de Sex Education, c'est, je vais vous donner son nom. Son nom, c'est Connor Swindles. Et il y a aussi le Alfie Allen, le frère de Lily Allen, qui avait joué dans Game of Thrones, qui est excellent aussi comme acteur. Mais en fait, tous les acteurs de la série sont formidables jusqu'ici, moi je trouve. Ils ont tous des gueules qu'on n'oublie pas. Moi j'aime bien ça, d'avoir des acteurs avec des gueules pas forcément lisses, dont on se rappelle, où ils sont pas parfaits, mais ils sont beaux dans leur imperfection, et ils donnent vraiment du caractère à leur personnage. Voilà, donc j'aime ça. Ça transpire, voilà, la culture. Il y a des Irlandais, enfin. Voilà, on le sent, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série. Elle est très rythmée, elle est étonnante. Faut vraiment se faire son avis sur cette série, quoi. Donc voilà, Rogue Heroes, c'est mon coup de cœur du moment aussi. Parce que j'ai déjà fini Extraordinary depuis un petit bout de temps. C'est un type tête brûlée, ouais, tout à fait. C'est un régiment de têtes brûlées. Et c'est basé sur une histoire vraie. Et a priori, la majorité des faits racontés dans la série sont basés sur des faits réels. Et ça, c'est quand même assez flippant pour eux. Mais bon, c'est des têtes brûlées, donc c'est le parti pris. Et donc, je trouve ça assez fascinant, quoi. Voilà. Donc, c'est du bon matériel de série. Et c'est tiré d'un livre, d'ailleurs, d'un roman. Donc, c'est l'histoire vraie de la création des forces spéciales anglaises, ouais. Merci beaucoup pour le résumé, Melon L'autre. Voilà. Voilà un petit peu pour le récapitulatif série. Du coup, ça vous donne quelques munitions pour trouver des séries à votre goût. N'hésitez pas à me tenir au courant des séries que vous regardez, que vous avez aimées ou pas aimées. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et puis, si vous avez des recommandations à faire, n'hésitez pas à le faire, soit sur le Discord, soit sur Twitter. N'hésitez pas à m'interpeller. Et j'essaierai de mettre sur ma liste. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. 9h10, ça va, on est dans les temps. Et du coup, je m'aperçois que je n'ai pas ouvert mon onglet Twitch pour prévoir de faire la petite redirection. Et donc, je le fais tout de suite. Hop, pour faire le petit raid. Et donc, on va faire un petit raid. Là, on a l'habitude. Voilà. Ou on va peut-être rendre visite à Flonflon pour faire une petite pause musique. On va rendre visite à Flonflon ce matin. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie avec Flonflon. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en mars, du coup, pour le prochain mug en ma compagnie. Mais n'oubliez pas, dès demain, vous retrouvez Jérôme à 8h du matin pour le mug. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très vite.